Merci, chers amis. Merci aux anciens de la PELIP et aux nouveaux de notre association. Ça fait plus de 10 ans que je suis le président éternel de votre association. Ça ne peut que marquer l'estime que vous me portez. Je ne me suis jamais absenté. Ça témoigne de l'estime que j'ai pour vous. Je n'aurai pas l'éloquence de mon ami Dr Bouhmouch pour parler de Abbas. Je l'ai vu la dernière journée de sa vie, et j'emprunterai pour l'occasion les 4 vers avec lesquels Hugo a terminé son célèbre Histoire des Misérables. En parlant sur la tombe de Jean Valjean, il disait « Il repose, quoique le sort fût pour lui étrange. Il vivait, il mourut, quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. » Je pense que nous devons énormément de choses à Abbas, et donc je suis vraiment très ému de partager un moment avec vous pendant cet hommage et de prendre la parole juste après. C'est assez particulier pour moi, donc je vais essayer de prendre mon courage à deux mains et y aller. Tout le monde parle de vaccination. La vaccination est une histoire de Pasteur, de Jenner, d'accord, mais bon, on a toujours oublié une charmante belle dame qui s'appelle Marie de Montaigu, qui était en fait, qui n'était autre que la femme de l'ambassadeur du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, à Constantinople, l'actuel Istanbul, et qui avait ramené la variolisation, en fait, les techniques ancestrales chinoises pour immuniser contre la variole. La vaccination, en fait, on ne va pas revenir pour définir, a pour but d'induire une immunité en introduisant un agent inoffensif chez une personne. Cette immunisation va aboutir à une immunité de la personne vaccinée, mais également, par effet d'immunité collective, va entraîner ce qu'on appelle une protection de masse, une protection collective. Vous connaissez tous le monsieur du milieu, qui est aussi celui de droite, et vous avez certainement tous regardé le film Beautiful Mind, ou bien Un homme d'exception de Russell Crowe, mais le monsieur de gauche, est-ce que vous le connaissez? C'est John Nash. C'est un célèbre mathématicien, professeur à MIT, et qui, au fait, a eu le prix Nobel en économie. Il a beaucoup travaillé sur la théorie des jeux. Je ne sais pas si Russell Crowe a eu un Oscar ou pas, mais en tout cas, Nash a eu son prix Nobel. Et en fait, dans la fameuse théorie des équilibres de Nash, l'équilibre décrit par Nash dans sa théorie des jeux, il travaillait sur les jeux en fait, décrit qu'une expérience de psychologie chez un groupe de 100 personnes à qui on va demander de s'autoproclamer, étant altruiste ou étant égoïste. Et il était décidé que toute personne qui s'autoproclamerait altruiste, on allait donner 1 dirham aux autres. Et toute personne qui va s'autoproclamer égoïste allait recevoir directement de la banque 50 dirhams. Et en fait, si tout le monde s'autoproclame altruiste, tout le monde va recevoir 99 dirhams. Et que si tout le monde s'autoproclame égoïste, tout le monde n'aura que 50 dirhams. Donc c'est tout l'intérêt de l'altruisme pour le bien social et le bien collectif. Et l'hypothèse égoïste est un gain immédiat qui n'a aucun intérêt sociétal ni communautaire. De là, donc, en matière de choix égoïste, on revient à le choix de certaines personnes, et on va aujourd'hui, et vous êtes tous confrontés à ça. Certaines familles qui font le choix égoïste de ne pas vacciner leurs enfants en comptant sur l'immunité collective qui va être développée si on atteint un seuil vaccinal suffisamment important pour protéger la communauté. Et de là, on va revenir à l'obligation légale de la vaccination. Laquelle obligation légale, on la connaît tous par le vaccin du Halal Madaniya, qui est le BCG. Il y a une obligation légale. On ne peut pas inscrire un enfant si bien sûr, on ne contourne pas les règles. On ne peut pas inscrire un enfant à l'état civil s'il n'est pas vacciné contre le BCG. Je pense que la réflexion devrait aujourd'hui être aussi tenue
quant à la vaccination obligatoire et l'obligation légale de la vaccination pour l'intérêt collectif. Alors pourquoi les vaccins et pourquoi particulièrement le vaccin antipneumococcique? Vous voyez que je ne sais pas si la diapo passe bien, mais vous voyez que les infections pneumococciques, septicémiques ou méningites ou pneumonie invasive représentent pratiquement l'une des principales causes de mortalité. Et vous voyez, pratiquement, il y a une mortalité de pratiquement 823 000 personnes qui meurent par an d'atteinte par le pneumocoque invasif. Donc, tout l'intérêt qui devrait être porté à la vaccination. Vous savez très bien que la vaccination, on décide d'une vaccination sur deux principaux critères. Soit que la maladie est suffisamment grave, même sur le plan individuel, par exemple la rage, et qu'il va falloir vacciner, c'est dangereux, soit une maladie suffisamment lourde de conséquences sur une population, et c'est le cas des pneumococcis, c'est le cas de l'hémophilus, c'est le cas de la rougeole, donc des maladies qui sévissent en nombre important dans la société, soit, lorsqu'ils surviennent même en nombre limité ou en cas isolé, entraînent toujours la mortalité. La pneumococcie fait partie de ceux qui sont très fréquemment trouvés en pathologie pédiatrique. Alors, c'est quoi le pneumocoque? Le pneumocoque a été découvert en 1926. Il s'appelait à l'époque le Diplococcus pneumoniae. Puis en 1974, on l'a rebaptisé en Streptococcus pneumonia. Et puis, le pneumocoque a été appelé après, donc, avec ses implications respiratoires essentiellement prédominantes, a été appelé pneumocoque. Alors, bon, je vais passer rapidement, aérobie, anaérobie facultative. Donc là, c'est un diplocoque très souvent, en forme ovalaire, et la forme donc, va donner une forme de 8. Il faut savoir que c'est la capsule du pneumocoque qui est le facteur de virulence. Et c'est la capsule qui va nous permettre de classer les différents sérotypes. Je passe vite, je parle devant le contrôle d'un infectiologue, d'accord? Alors, les antigènes somatiques donc, sont communs à tous les autres streptocoques et ils réagissent avec la CRP. Mais les antigènes capsulaires sont les antigènes, c'est des antigènes polysaccharidiques et qui sont très divers. On en compte pratiquement 90. Et donc, c'est là où nous allons voir tout à l'heure la classification danoise. Et c'est la classification de ces polysaccharides capsulaires qui vont nous permettre de parler des différents sérotypes de pneumocoque. Alors, c'est une bactérie strictement humaine, donc il n'y a pas d'intermédiaire dans la transmission. Alors, c'est normalement un germe qui a une dualité. Il est à la fois en portage rhinopharyngé, très souvent chez l'enfant, anodin, mais également responsable d'infection à pneumocoque, infection invasive à pneumocoque. Cette dualité est assez particulière chez le pneumocoque que nous allons voir parce qu'elle va impacter un petit peu l'écologie et l'incidence des maladies. Et la vaccination va aussi l'impacter, nous allons le voir. Alors, on peut trouver des sérotypes essentiellement dans le portage, des sérotypes essentiellement dans la pathologie, et sur ces sérotypes très fréquents dans la pathologie où la cartographie, le choix des sérotypes a été décidé pour la vaccination, mais également des sérotypes qui existent en portage, mais également en pathologie. Alors, il est de règle de ne jamais considérer le pneumocoque quand il est isolé dans un prélèvement, de le considérer comme étant un portage, mais toujours le considérer comme un agent pathogène. Là, la classification des différents antigènes polysaccharidiques de la capsule, dont on parle donc de la classification danoise des 90 sérotypes, donc on ne va pas rentrer dans les détails. On portera un intérêt particulier lorsqu'on verra les différents vaccins, les différentes valences. On parlera. Alors là, les infections à pneumocoque, et donc si Bouchkarawi m'avait parlé, est-ce que tu vas parler des infections à pneumocoque? J'ai dit oui. Alors on voit cette pyramide du portage et des infections invasives à pneumocoque. Et nous voyons que sur ce côté-là, c'est les résistants, et sur ce côté-là, c'est les non-résistants. Et vous voyez que le portage constitue la majeure partie des pneumocoques isolés, et les infections ORL, et c'est là les infections graves, qui sont au fait l'objet de la vaccination pour éviter cela. Éviter cela en termes de morbidité, mais également éviter cela en termes d'économie de santé et en termes d'utilisation d'antibiothérapie et d'induction de résistance. J'attire l'attention sur ce travail qui a été fait bien avant l'introduction du
du vaccin conjugué 13 valents en France. C'est une étude de pratiquement 2006, si ma mémoire est bonne. D'accord ? Et on voit l'incidence, du 19A dans cette série-là, même s'il est une petite série, mais quand même qui nous donne des renseignements. Et là, nous voyons comment le pneumocoque réagit aux antibiotiques. Le pneumocoque a réagi par la modification de sa sensibilité aux antibiotiques et en première aux pénicillines dès 1968-67, à l'érythromycine en 69. D'accord ? Alors, 67, c'était la première souche de pneumocoque de sensibilité d'immunité qui a été décrite en Australie. En 77, la première souche sud-africaine multirésistante. Et cette résistance se fait par une modification des protéines de liaison aux pénicillines qui sont sur les surfaces du pneumocoque. Et là, c'est une plaque que je trouve intéressante. Regardez, au fil des années, ce que l'industrie pharmaceutique, ce que la recherche et le développement nous offrent. Un maximum d'antibiotiques produits, diversifiés, qu'on met sur le marché dans les années 40, et dans les années 50 et les années 60, et beaucoup plus de vaccins et moins d'antibiotiques dans les années 2010 et 2020. Donc on va sur un volet beaucoup plus préventif que curatif, d'autant plus qu'il est de plus en plus difficile de produire des antibiotiques. Cette plaque nous montre un petit peu la modification de la sensibilité du pneumocoque au fil des années. Étude française. Donc là, le pourcentage de pneumocoque de sensibilité à la pénicilline, 63 000 souches étudiées, et on voit qu'à partir de 86, ça monte, avec un maximum en 97. Pratiquement dans début des années 2000, la moitié des pneumocoques avaient une sensibilité diminuée, et dès l'introduction du conjugué 7 et du conjugué 13, on voit qu'il y a une décroissance pour arriver pratiquement à une moyenne de 25. Donc on a gagné pratiquement la moitié en termes d'antibiosensibilité chez le pneumocoque grâce à la vaccination. Donc c'est un travail qui mérite toute l'attention parce que c'est quand même 63 000 souches qui a été identifiées. Je voudrais être très simple, d'accord, pour parler de certaines définitions. Alors, un vaccin atténué, c'est en fait un vaccin qu'on a sous. Il n'est pas mort, il n'a pas tout son esprit, voilà, on va dire. Donc, on l'a atténué. Un vaccin inactivé, c'est un vaccin qui est mort, il ne peut pas être du tout pratique. Combiné. Alors, combiné, c'est lorsque on prend différents vaccins et on les met tous ensemble, c'est les fameux tétracoques, donc plusieurs vaccins en une seule injection. La conjugaison, c'est lorsqu'on prend même un vaccin, un seul vaccin, et on l'associe à une molécule qui va modifier un petit peu, on va dire, les réponses de l'organisme vis-à-vis de ce vaccin. Soit en amplifiant sa réponse, soit en lui donnant une mémoire, pour activer la mémoire, d'accord, l'immunité mémoire. Donc, c'est une modification sur un vaccin. Et enfin, la valence est un terme qui peut être utilisé pour les deux. Lorsque je prends une association de vaccins, et c'est à ça que j'en viens, lorsque je prends une association de vaccins, on peut dire que c'est un hexavalent pour un vaccin, pour une seringue qui contient 6 types de vaccins. On va dire c'est un vaccin à 6 valences, donc un hexavalent. Mais lorsqu'on parle d'un seul vaccin, par exemple le vaccin conjugué, on va parler des valences. Le terme valence dans le vaccin pneumococcique va dépendre du nombre de sérotypes qui est induit. Donc, on va parler d'un 7 valent lorsqu'il va y avoir 7 sérotypes, d'un 10 valent lorsqu'il y a 10 sérotypes, d'un 13 valent lorsqu'il y a 13, d'un 15 et d'un 20 qui sont aujourd'hui en cours d'étude. Alors, les vaccins sont classés selon leur état vivant ou inactivé, ou bien une partie du pathogène ou le pathogène entier. Le vaccin antipneumococcique est un vaccin conjugué qui se situe ici, donc c'est une fraction antigénique
qu'on a ici, bon, je suis désolé pour le 13, on a spécifié le 13, mais donc c'est un vaccin ni activé, ni à germe entier, ni polypeptide tout seul. C'est en fait c'est des polysaccharides qui vont être associés à une molécule que nous allons voir tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout la même chose. Alors, les vaccins pneumococciques, pour rentrer dans le vif du sujet, ben, ils existent depuis les années 50. Ils sont composés de polysaccharides, de la capsule, parce que c'est la capsule qui est porteuse de la virulence. Alors, les premiers vaccins sont des vaccins, en fait, polysaccharidiques, ayant une certaine efficacité, certes, contre les infections à pneumocoque invasives, mais elles ne concernaient pas l'enfant de moins de 2 ans. C'était beaucoup plus un vaccin de l'adulte que de l'enfant. Et que c'est un vaccin qui n'était pas conjugué, nous allons voir ses caractéristiques, et qu'il ne donnait pas d'immunité collective. Et il ne donnait pas d'immunité mémoire. C'est pour ça que le vaccin a été conjugué. Donc, après, à partir des années 90 pratiquement, on a commencé à conjuguer le vaccin sur des valences de la capsule. Et donc, c'est vers la fin des années 90 que les vaccins conjugués sont apparus. Alors, je commencerai par le vaccin non conjugué. C'est un vaccin polysaccaridique qui comporte 23 sérotypes. Vous le connaissez tous, c'est le pneumovax, le pneumo 23, donc 23 sérotypes, qui sont les suivants, ça ne sert à rien de les comprendre. Donc, j'insiste beaucoup sur le 19A, d'accord, vous l'avez, il est présent. Alors, ce vaccin, le PPV23, est un vaccin polysaccharidique de la capsule, l'antigène est polysaccharidique de la capsule. L'immunogénicité est une immunogénicité immuno-indépendante, enfin thymo-indépendante, pardon. Donc, sans le concours des lymphocytes T. Ce qui ne va pas mettre en place, bien sûr, une mémoire immunitaire. Et, bien sûr, la réponse anticorps, on l'a dit chez les enfants, va être insuffisante. Donc, pas de mémoire immunitaire. Donc, le recours à la revaccination, pratiquement tous les 5 ans, chez les personnes qui sont à risque par le pneumocoque. Alors, la conjugaison. Donc, ce n'est pas la conjugaison de la langue française, mais la conjugaison en termes d'immunologie. Il faut savoir que certaines protéines vont être beaucoup plus immunogènes que d'autres, que cette conjugaison à ces protéines pour certains germes bien particuliers, à savoir l'hémophilus, à savoir le pneumocoque et à savoir le méningocoque, on a besoin de conjugaison pour avoir une efficacité, une immunité mémoire et une activité chez les tout petits nourrissons. Alors, ça va conférer une immunité durable, parce qu'on a parlé d'immunité mémoire, donc il va faire intervenir les lymphocytes, essentiellement les CD4, et il va être actif chez l'enfant de moins de 2 ans. Alors, les vaccins conjugués donc ont une réponse très tôt. Ils peuvent entraîner une réponse très tôt, c'est pour ça qu'on peut les préconiser dès la 6e, 8e semaine de vie. Donc, c'est des vaccins que nous allons voir sur les calendriers vaccinaux qui sont introduits assez précocement. Ils vont donner une réponse mémoire et bien sûr, ils vont aussi entraîner une modification du portage rhinopharyngé en le réduisant, et nous allons voir tout à l'heure le phénomène de glissement de souche, on en parlera, mais on sait que cette introduction du vaccin conjugué va permettre une modification, dans le sens bien sûr positif, du portage rhinopharyngé. Et il entraînera, chose que ne fait pas le non conjugué, une immunité de groupe, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la théorie de Nash. Donc, en se vaccinant massivement, ça pourra éventuellement modifier l'incidence des maladies à pneumocoque dans la population. Et nous allons voir des études tout à l'heure que la vaccination des jeunes nourrissons va entraîner une diminution, une modification de l'incidence des pathologies invasives à pneumocoque, même chez l'adulte. Alors, les vaccins conjugués sont au nombre aujourd'hui de 5. Il y a le PVC7, il y a le VPC 10, le 13, le 15 et le 20. Alors, bon, nous allons nous arrêter un petit peu sur cette plaque-là, donc le PV7 qui a été le premier vaccin introduit en France. Là, nous avons le 10. Là, nous avons le 13. Le 13, en fait, c'est
les mêmes balances avec certaines modifications, entre autres le 19A. Le 15, c'est équivalent au 13 auquel on rajoute ces deux-là. Le 20, c'est le 15, auquel on rajoute ces 5-là. Alors, le 7, il est peu adapté au stéréotype des pays en voie de développement. Donc, vous allez voir, aucun pays pratiquement en voie de développement. On a commencé par le 7. Il a été choisi sur l'écologie, les stéréotypes qui ont été retrouvés essentiellement dans des pays industrialisés, entre autres les États-Unis, qui a été l'une des premières à l'introduire, et qu'il n'était pas adapté aux pays en voie de développement. Alors, bien sûr, c'est un vaccin qui a entraîné une réduction importante, notable, des infections, avec une quasi-disparition parfois de certains sérotypes en portage ou en pathologie, des sérotypes vaccinaux. Alors, le problème, c'est que on a vu une chute de l'incidence des infections à sérotype vaccinal, mais on a vu quand même une augmentation, une légère augmentation, dans le portage, mais également dans les infections à pneumocoque invasif, des sérotypes non vaccinaux. Donc, c'est ce phénomène de glissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, par la suite, il y a eu la deuxième génération, c'est le 10 et le 13. Alors, il y a quand même une différence entre les deux. Ces deux vaccins de deuxième génération, donc des sérotypes, on y a inclus, c'est le 7, auquel on a inclus certains sérotypes qui existeraient, qui seraient prédominants, qui seraient plutôt un problème de santé publique dans les pays en voie de développement. Alors, un travail qui a été fait au Brésil, une étude de 2020, qui montre qu'il y avait une augmentation des sérotypes non vaccinaux, entre autres le 19A. Alors, le 19A, il n'existe pas sur le 10. Il existe sur le 13, mais il n'existe pas sur le 10. Donc, il y a une tendance, il y a une d'apparition de sérotypes de type 19A qui a été constatée par cette étude-là. Alors, cette augmentation serait peut-être inquiétante pour eux, mais je pense que nous avons encore du chemin pour voir. Nous allons voir l'étude marocaine qui, elle, est faite sur le 10 également. Alors, comme alternative pour le 10, on peut parfois l'associer à une molécule protéine D qui provient de l'Haemophilus influenzae B, et ça aurait éventuellement une meilleure efficacité sur les mêmes sérotypes vaccinaux. Ça ne va pas s'étendre aux autres sérotypes, mais uniquement aux sérotypes vaccinaux, ça donnerait plus d'efficacité, mais il est d'un coût exorbitant. Le 13 a été introduit, donc c'est le seul vaccin qui aujourd'hui existe en France. Il a été introduit, implémenté en 2010, je pense. Il a réduit de pratiquement 50% le nombre de nouveaux cas de septicémie et de méningite en France, dû au pneumocoque entre 2009 et 2014. Alors, mais par contre, en France aussi, on voit qu'il y a une émergence dans les pays qui ont utilisé le 13, une émergence des sérotypes 12F et 24F. C'est au fait, pour résumer, ne vous en prenez pas la tête avec ces lettres et ces codes barbares. En fait, il faut savoir que le pneumocoque s'adapte. Il y a 90 sérotypes. On va viser 13, on va vacciner contre. Donc, du coup, quand ces 13 sont maîtrisés, d'autres vont apparaître. Il y a un petit glissement qui peut se faire. Ceci dit, certes, mais dans le nombre absolu et total des infections, il y a un gain, et nous l'avons vu tout à l'heure. Il y a pratiquement une réduction de l'antibiorésistance. Nous avons vu qu'il y a une diminution des infections chez l'adulte, mais également chez l'enfant, une réduction des infections invasives, mais nous commençons à voir en relatif une augmentation de certains sérotypes qui n'étaient pas présents, ils deviennent plus présents. Donc c'est une augmentation, on va dire, relative en termes de vaccination. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, ceci ne remettra jamais en cause l'intérêt de la vaccination. Parce qu'en termes absolus, il y a une réduction d'infestation, d'infection, mais il y a un changement de sérotype. Alors, dans ce travail japonais, d'accord, de 2000, qui est en cours, qui est encore sous presse, on voit qu'il y a un effet positif de la colonisation du nasopharynx chez les porteurs sains
les enfants en bonne santé. Donc, il y a aussi par la vaccination une modification, une amélioration de ce portage rhinopharyngé du pneumocoque. Alors, cependant, au Japon, ils ont remarqué, qu'il y avait des sérotypes qui pouvaient entraîner des infections invasives à pneumocoque, mais qui n'étaient pas ciblées par le vaccin, et qui sont le 15A, les non typables, le 15B et le 10A. Alors, si on compare le conjugué 13 et le non conjugué 23, le plus ancien et celui qui est actuellement utilisé en France. Alors, pour le PV13, le conjugué 13, on a besoin, une seule injection peut entraîner une réponse significative chez l'adulte par rapport au non conjugué. Ça veut dire que là, en termes de réponse immunitaire, le conjugué a une meilleure réponse que le non conjugué. La réponse immunitaire, bien sûr, chez des personnes naïves de pneumocoque, va être beaucoup plus importante, même chez des personnes que les personnes qui ont été antérieurement vaccinées. Là, c'est les sérotypes de 7, 10 et 13. Bon, je passe, donc on les a déjà passés. Je vous parlerai du 15 et du 20. Alors, le 15 valent et le 20 valent sont aujourd'hui en développement. Le 15 est déjà sur le marché. Le 20, il est en étude. Alors, qu'apporte le 15? C'est le 13, auquel on va ajouter le 22F. Et tout à l'heure, j'ai parlé du 22F qui posait problème et du 33F. Par contre, donc c'est tous des articles de 2019, le 20, qui est en phase d'étude encore, où on va avoir l'inclusion c'est le 13, plus les 22F et le 33F, plus 5 autres sérotypes pour couvrir le 20. Mais plus on couvre, plus certainement que le glissement se fera. Ça veut dire qu'il y aura d'autres sérotypes qui apparaîtront, qui n'étaient pas jusque-là importants en pathologie, qui le deviendront. Dans cet article aussi de 2019, donc qui est apparu dans le Journal of Antimicrobial Chemotherapy, et qui va parler de l'écologie bactérienne. Alors, on remarque que la consommation excessive d'antibiotiques va faire que les sérotypes non vaccinaux, qui étaient jusque-là sensibles, vont développer des résistances ou des sensibilités d'immunité. Donc, en fait, la vaccination a son effet perverse, modifiant l'écologie, mais elle a aussi un effet direct sur la population en réduisant la mortalité. Et donc, je pense que nous allons être amenés à aller dans une escalade de sérotypage, très probablement au fil des années. Dans un autre travail, donc aussi de 2018 sur le Lancet, c'est cet effet de groupe. On a remarqué que l'utilisation des vaccins conjugués avait une réponse assez importante, avec une diminution du portage des sérotypes vaccinaux chez les jeunes enfants, mais une remontée des infections invasives chez l'adulte, très probablement à des sérotypes non vaccinaux. Le portage du pneumocoque, on en a parlé, ils ont modifié la nature des sérotypes portés, donc il y a des sérotypes qui vont disparaître et les autres qui vont émerger, mais en chiffre absolu, je le dis encore une fois, il n'y a pas une augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on a eu au Maroc? Alors, le Maroc, vous savez très bien, donc on ne va pas rentrer dans les polémiques politiques, on parlera de vaccinologie. Le vaccin a été introduit en 2012, sans que le comité consultatif sur la vaccination en soit consulté. Et on a introduit le 13 valent. On a vacciné avec le 13 valent pendant pratiquement 18 mois, et puis on a switché en 2012 au 10 valent. Encore une fois, sans consultation du comité scientifique et technique national de vaccination. Quel est le bénéfice? Je pense que c'est une affaire, probablement, cette modification, ce changement en termes de politique de santé a été fait sur le bénéfice-coût. Donc, vous connaissez les prix, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais je pense que les achats groupés sont un peu moins. Et du coup, donc, on se posera la question, quel est le meilleur vaccin pour le Maroc? Et ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais par contre, dans notre pratique, je ne sais pas dans la vôtre, vous aussi, nous avons vu, donc
comme a dit Sibouskarawi, j'ai vécu dans des microbes, auprès des microbes, maintenant je baigne dans des immunoglobulines E, mais bon, je vois encore des infections respiratoires, et ma foi, on a commencé à voir des infections sévères à pneumocoque. On a commencé à identifier, bon, avec nos prélèvements, mais on voit des pneumocoques résistants, on voit des pneumocoques à pneumopathie nécrosante. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre écologie? Je pense que c'est le travail de la SOMIPEV et de l'Observatoire national sur le pneumocoque. Alors, sur un article qui, tout à l'heure, mon ami Hassan Afilal a parlé de la qualité de nos statistiques et de nos études épidémiologiques. Je suis tout à fait d'accord et je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait encadré au service de pédiatrie 1 un travail sur la coqueluche. On avait colligé, selon la définition de l'OMS, de la coqueluche, pratiquement 400 cas sur une période, je pense, de 4 ans ou 5 ans, et que lorsqu'on a vu sur le bulletin épidémiologique les déclarations sur la ville de Rabat, il ne dépassait pas 23 cas de coqueluche déclarés. Donc, je donne bien raison à Hassan, mais bon, la méthodologie aussi porte à confusion. C'est un travail qui a été fait par une équipe marocaine qui est en cours de presse. Bon, il est daté de 2019, mais il est en cours de presse. Alors, l'objectif de cette étude, c'est en fait de voir quel a été l'effet depuis l'introduction du vaccin 13 puis 10. Bon, on s'en fout. Donc, on va supposer le vaccin conjugué au Maroc. Et la méthode, c'était, en fait, le but, c'était de voir quel a été l'impact sur la mortalité infantile par pathologie respiratoire aiguë, toutes confondues. Donc, par contre, on ne faisait pas les prélèvements. Et pour ce faire, ils ont dit, tiens, on va comparer sur la même période la mortalité par les anomalies chromosomiques et les maladies génétiques. Ils ont comparé, ils ont trouvé une différence significative que les maladies congénitales, la mortalité est restée stable par rapport au degré de mortalité et que la mortalité par affection respiratoire globale a chuté. Donc, et la seule explication, la seule modification dans notre stratégie, dans notre comportement médical national, c'était l'introduction du vaccin. Donc, en fait, le vaccin est bel et bien efficace, il réduit la mortalité. Alors, bon, j'ai parlé des résultats avant. Alors, ça, c'est notre carnet de santé. Bon, je vais switcher directement à la page en français et vous voyez que c'est 3 doses. Pardon? Vous voulez que je reste sur l'arabe? Allez. C'est pour faire plaisir à Aziz Bousfeha. Ah ben oui. Alors, il est où? Alors, c'est là. Pardon. Alors, c'est là. Premier vaccin à 2 mois, deuxième à 4 mois, et un rappel, enfin, troisième dose à 12 mois, par le conjugué 10 dans le programme national. Je sais que la plupart d'entre vous vaccinent par le 13 valent dans le secteur libéral, mais en tout cas, l'impact sera pratiquement le même, et que cette vaccination de masse a déjà donné ses effets, bénéfiques sur la mortalité, certes qu'on l'a vu, mais également certainement sur les consommations d'antibiotiques. En France, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'ils sont à 2 mois, 4 mois et à 11 mois, et non pas à 11 mois et non pas à 12 mois. Alors, pour parler du schéma vaccinal, quel schéma il faut prendre et quel rattrapage il faut prendre. Donc, on s'intéressera tout d'abord aux nourrissons à terme, de moins de 12 mois, aux nourrissons entre 1 an et 2 ans, entre 2 ans et 5 ans, et aux enfants qui sont âgés de plus de 5 ans, et les adultes en général. Alors, pour les prématurés de moins de 37 semaines, ils ont besoin d'un protocole particulier. C'est des enfants à risque élevé d'infection invasive. Ils auront donc 3 doses, donc une primo-vaccination de 3 doses, et 4 semaines d'intervalle avec un rappel, bien sûr. Pour les nourrissons de moins de 12 mois, c'est-à-dire les nourrissons de moins de 1 an. Alors, on donnera un PV conjugué, donc ce soit le 13 ou bien le 10, selon votre choix, soit en vous calant sur une stratégie, on va dire, française
ou marocaine, qu'importe, ça va être dans ce cas-là 2 doses à 8 semaines d'intervalle, et puis un rappel recommandé à 11 mois, mais avec un intervalle minimum de 5 à 6 mois après la deuxième injection de la soi-disant primo-vaccination qui est de 2 doses. Si 2 doses de primo-vaccination ont été faites par erreur, en moins de 6 semaines d'intervalle, il faut revenir au schéma de 3 doses. Et dans ce cas-là, donc l'ancien schéma, on pouvait faire une primo-vaccination à 3 doses, c'est comme chez le prématuré, de 3 doses, et on fait le rappel ultérieurement. Pour les enfants de 1 an à 2 ans, le problème ne se pose pas. C'est 2 doses de 13 valents uniquement, sans qu'il y ait un rappel ultérieur. Donc, au-delà de 1 an, on ne fait pas de rappel. Pour les enfants de 2 ans à 5 ans, alors, soit ils ont déjà été vaccinés par un conjugué 13, et là, on fera une dose du non conjugué 23, si l'on en a besoin, au moins 8 semaines après le dernier conjugué, soit ils n'ont jamais été vaccinés par le conjugué 13, et dans ce cas-là, on va administrer un conjugué 13, 2 doses, et puis à intervalle de 8 semaines, et on donnera un PV 23, en fait un non conjugué à 23 valents, bien sûr, au moins 8 semaines après. Pour les patients de plus de 5 ans et les adultes qui ont un risque d'infection invasive à pneumocoque. Alors, s'ils n'ont jamais été vaccinés par un vaccin antipneumococcique ou vaccinés par le 7 valent, dans ce cas-là, on donnera une seule dose du 13, au moins 8 semaines avant le vaccin antérieur, et en général, c'est le cas. Plus tard, on donnera une dose du non combiné. S'ils ont reçu uniquement du non combiné, dans ce cas-là, on donnera une dose du combiné et on redonnera ultérieurement, d'accord, avec un minimum de 5 ans, un non combiné. Et enfin, pour les personnes vaccinées suivant le protocole combiné et non combiné, ils pourront recevoir une nouvelle dose de VPP après 5 ans. Je vais vous le montrer beaucoup plus simplement. Donc, pour les personnes de plus de 5 ans, soit qui n'ont jamais, alors non antérieurement vaccinés, qui n'ont jamais été vaccinés, on donnera un 13 et 8 semaines après, on donnera un non conjugué. Pour les enfants de plus de 5 ans qui étaient antérieurement vaccinés avec un non conjugué, c'est là. On attendra au moins 1 an d'après cette date-là, on donnera un conjugué 13 et 8 semaines après, on donnera un non conjugué, de telle sorte à ce que après, on donnera après 5 ans. Si on a fait le protocole des enfants de plus de 5 ans, c'est-à-dire on a donné un conjugué 13 ou 10, quand je dis 13, c'est 10 ou 13, donc ça ne change rien. Au Maroc, on est là en cohabitation des deux types de valence. En France, ils ont tranché, ils sont 13. Alors, lorsqu'on a déjà fait une vaccination correcte de plus de 5 ans avec un conjugué, 8 semaines après un non conjugué, on attendra 5 ans pour donner un non conjugué, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est une autre manière, c'est une autre présentation pour ceux qui prennent les photos, donc c'est la même chose. C'est la même chose, donc, et je passe. Alors, pour les effets secondaires, le vaccin antipneumococcique n'a pas montré d'effets secondaires supérieurs aux autres vaccins, que ce soit par rapport au non conjugué, que ce soit de façon globale. Donc, les fameuses réactions locales sont infréquentes, les réactions générales à type de fièvre le sont un petit peu moins, et les réactions graves, il y a très peu, pratiquement, on collige un cas sur 450 000 injections, vaccinations. Alors, sur un travail français, encore là, une fois, donc, pour le Prevnar 13, parce qu'il y a encore maintenant du recul, sur une étude qui a comporté 11 800, pratiquement 12 millions de vaccinations, on a colligé pratiquement, je pense, 211 effets secondaires majeurs, ce qui reste de l'ordre de 0,001% de risque avec le vaccin antipneumococcique. Vous voyez ici donc les effets secondaires, et au total, nous avons 211, je ne me suis pas trompé. Alors, je vais conclure sur la vaccination. On peut en discuter tout à l'heure, si vous voulez, sur les valences et sur les types, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait une pédagogie d'accompagnement de la campagne vaccinale. Il y a trop de dire, il y a beaucoup de gens, on voit émerger des familles
anti-vaccin. On voit, bon, c'est déjà un point énorme en avant, et nous avons assisté avec certaines personnes parmi vous à des réunions au niveau du ministère pour le calendrier harmonisé entre le secteur public et privé. Donc nous avons un minimum commun entre le privé et le public avec des vaccins qui sont juste recommandés. Et là, je pense que c'est un grand combat. Alors, aujourd'hui, nous avons donc, vous le savez tous, donc, nos enfants, les plus jeunes parmi nous, sont des personnes qui sont, je ne dirais pas addicts, qui manient mieux que nous tout ce qui est réseaux sociaux, qui sont capables du meilleur, mais du pire. Il suffit que quelqu'un sorte, qui dise dans les réseaux sociaux, voilà, regardez, partagez, qu'on peut mettre un vaccin, qu'on peut montrer un vaccin du doigt. Je pense, là aussi, on devrait jouer là-dessus. Bien sûr, sur la formation initiale, donc j'avais moi-même, quand je fais le cours à la fac sur la vaccination, depuis quelques années, et donc j'avais discuté avec Bouskaoui pour homogénéiser un petit peu, tu te rappelles, ça fait bien quelques années pour homogénéiser à l'échelle nationale. Et puis finalement, je me suis rabattu sur le manuel du ministère de la Santé. On ne peut pas enseigner des choses et qu'on retrouve dans la pratique d'autres. Donc du coup, je pense qu'il va falloir, dans la formation initiale, et monsieur le doyen, vous devez en être le porte-parole, qu'on devrait harmoniser l'enseignement, parce que j'ai vu les cours, ils sont différents d'une faculté à une autre. L'implication de l'école, et je pense que la médecine scolaire est en déclin. Bon, il faudrait revoir ça. Et enfin, les campagnes de sensibilisation dans les médias qui sont devenues aujourd'hui un élément quasi permanent dans notre vie quotidienne. J'espère que j'ai répondu quand même à certains questionnements. Il n'y a pas plus tard et pour être honnête avec vous, il n'y a pas plus tard qu'un mois et demi. Pour un cas, j'avais appelé Bouskaoui pour demander des renseignements sur le pneumocoque parce que je ne sais pas que je ne m'intéressais pas, d'accord, bon, ce n'était pas plus ou moins mon pain quotidien. Et donc, aujourd'hui, bon, je me suis intéressé, je me suis permis de venir en présenter. Merci à tous, merci de votre confiance, merci à la Philippe.